donc l'heure des révisions de projections économiques pour un certain nombre d'instituts, d'institutions et de gouvernements. Le gouvernement français n'est pas en reste. Il a donc révisé par la voix de Bruno Le Maire hier soir la prévision de croissance de 1,4 à 1% pour cette année 2024. Frédéric Ducrozet est en visioconférence avec nous, responsable de la macroéconomie chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelques commentaires sur ce chiffre et cet objectif de 1% pour la croissance française. Est-ce que ça reste un objectif atteignable sous certaines hypothèses, ou est-ce qu'il faut commencer à compter sur un facteur résiduel qu'on pourrait appeler la chance ? C'est possible, il en faut toujours un petit peu lorsqu'on règle le policy mix et en l'occurrence le budget. On peut s'estimer heureux d'abord si on atteint quelque chose de l'ordre de 1% ou en tout cas nettement positif en termes de croissance cette année. L'Allemagne dans le même temps et la Bundesbank annoncent une récession qui sinon s'amplifie, du moins persiste dans le temps et des défis plus structurels. La France, dans plein d'autres domaines, fait plutôt bien ou mieux même que la moyenne européenne. Il y a un excès d'épargne qui permet de protéger le consommateur contre le choc d'inflation ou des secondes vagues qu'on pourrait éventuellement imaginer. Le marché du travail est plutôt dans l'ensemble dans des conditions tout à fait acceptables. C'est le budget, effectivement, dans ce contexte-là qui m'inquiète peut-être un petit peu. Mais en termes de croissance, comptablement, j'allais dire, on commence l'année avec un acquis très faible, à peine positif. Donc il faut quand même y aller la chercher, cette croissance de 1%, avec des rythmes trimestriels de croissance du PIB qui doivent être de l'ordre de 0,2-0,3% au minimum pour atteindre cet objectif. Oui, cette révision de l'objectif, vous le dites en creux, Frédéric, implique une révision du policy mix, de la politique budgétaire, en l'occurrence, dans les mains de Bercy, avec un programme de 10 milliards d'économies immédiates, annoncé par Bruno Le Maire, qui toucheront les budgets de fonctionnement de l'État et quelques budgets de politique publique. Frédéric, dans un contexte de ralentissement de la croissance, est-ce que c'est de l'austérité ? Est-ce que l'Europe est au bord peut-être de reprendre un peu le schéma de politique budgétaire qui a prévalu, par exemple, pendant la crise des dettes souveraines ? La réponse courte, c'est oui. En tout cas, c'est une source d'inquiétude. D'abord parce que ceux qui suivent l'Europe dans un souci d'efficacité de ce policy mix depuis plus de 10 ans maintenant peuvent constater que le décrochage a eu lieu justement en 2010 avec une politique européenne d'austérité qui a été mise en place par tous les pays en même temps dans des mauvaises conditions, sans la stabilité financière qu'on a construite depuis, sans la crédibilité de la Banque centrale européenne à l'époque. Et je pense vraiment que c'est le décrochage européen récent, en tout cas, qui date de ce moment-là. Depuis, on a systématiquement échoué à réformer les règles budgétaires en profondeur. Elles sont toujours procycliques. On a toujours ce débat repoussé cette fois après les élections européennes de cette année. Et quoi qu'on en dise, quelles que soient les propositions de la Commission européenne ou de certains pays, on est encore loin du compte. Donc c'est une frustration parce que deuxième point peut-être plus important, quand on se compare aux États-Unis, pour moi c'est la raison principale, cette politique budgétaire qui explique les différences de performance économique, notamment depuis la pandémie cette fois, depuis une période plus récente. Donc je ne vais pas dire qu'on désespère, mais quand même, il y a une frustration, pour moi en tout cas, grandissante du côté des économistes qui, encore une fois, regardent ces performances, essayent de les analyser objectivement. Alors oui, on va trouver peut-être 5 ou 10 milliards en France à économiser par-dessus, et non, ce ne sera pas la fin du monde. Mais il y a quand même plus structurellement, encore une fois, fondamentalement, un problème de stratégie et de coordination, surtout, de ces politiques budgétaires entre pays et entre la politique budgétaire et monétaire, qui reste pour l'instant toujours ce point faible, originel, ce péché originel quelque part de la zone euro. Dans l'exercice de la comparaison entre la zone euro et les États-Unis, est-ce que vous faites un lien très direct entre la stratégie budgétaire, le policy mix américain et la productivité ou les gains de productivité retrouvés aux États-Unis depuis plusieurs trimestres maintenant, quand ils continuent de stagner en zone euro? Ça a été le sujet d'un discours et d'une réflexion d'Isabelle Schnabel, notamment membre du board de la Banque centrale européenne, qui constate ce que tous les économistes constate. La productivité horaire moyenne aux États-Unis est 6% supérieure à ce qu'elle avait atteint en 2019, avant le Covid. Elle n'a pas bougé, ou quasiment pas, quand on regarde l'ensemble des pays de la zone euro, Frédéric. Oui, absolument. Et dans un contexte d'inflation durablement plus élevé, un peu structurel là aussi, c'est la productivité qui pourrait nous sauver ou qui pourrait ne pas nous sauver, en l'occurrence en Europe, c'est vrai. Maintenant, il y a là aussi, encore une fois, pour moi, c'est la politique budgétaire qui explique, y compris ces différences de performance dans ces chiffres que vous citez. Lorsqu'on regarde la productivité, vous savez qu'on peut la mesurer en termes de
de gains de production par heure, par employé. Il y a des débats aussi sur ces mesures qui sont plus ou moins peut-être précises et pertinentes dans le contexte actuel. Et en réalité, quand on regarde par heure travaillée, on s'aperçoit que les Américains travaillent davantage, que la population dans l'ensemble a cru plus vite que la population européenne. Donc il y a des chiffres qui ne sont pas forcément quelque part intrinsèquement inquiétants. La tendance ne s'est pas écartée entre les États-Unis et l'Europe. Pour moi, c'est vraiment... et puis, par exemple, dernier cas de figure, les dépenses dans la recherche et développement, certes, ne sont pas au même niveau, mais ont eu plutôt tendance à même converger dans le secteur de la technologie notamment. Donc, in fine, pour moi, ce qui influence ces performances économiques, y compris la productivité dans sa mesure, à mon avis, la plus pertinente, ce sont les orientations budgétaires, l'efficacité, bien sûr, aussi de toute dépense publique supplémentaire dans des programmes comme l'Inflation Reduction Act ou autres aux États-Unis qui, a priori, continuent de pousser les performances économiques aux États-Unis davantage qu'en Europe. Bon, dans stratégie de politique budgétaire, il y a évidemment politique, il y a des échéances électorales en Europe en juin, évidemment très importantes. Il y aura peut-être un avant et un après. En tout cas, ce sera un moment important pour peut-être voir quelles sont les stratégies européennes qui pourront être mises en place à l'issue de ces élections. Frédéric, vous évoquiez les débats sur les mesures de productivité. D'autres débats sur d'autres mesures font rage aujourd'hui, notamment sur les mesures d'inflation aux États-Unis. Jérôme Powell, le patron de la Fed, nous a mis depuis plusieurs mois le nez sur une mesure d'inflation de 3 mois annualisée. C'est une mesure qui semble être suivie de très près aujourd'hui par les banquiers centraux américains. Quand on prend cette mesure d'inflation CPI 3 mois annualisée aux États-Unis, on s'aperçoit qu'elle a marqué un point bas en août dernier et qu'elle n'arrête pas de progresser, de réaccélérer depuis, y compris jusqu'à la marque de janvier qui a été publiée la semaine dernière. Frédéric, est-ce que l'inflation américaine est en train de repartir à la hausse ? Ponctuellement, oui, puisque à partir du moment où on focalise sur des mesures un peu moyennées sur quelques mois, 3 ou 6 mois, quand on a 1, puis 2, puis 3 chiffres au-dessus des attentes, effectivement, de facto, ces mesures-là remontent. Alors, l'idée de Powell était très simple. On est dans un nouvel environnement d'inflation plus volatile, plus élevé en moyenne. Il nous faut plus de temps et plus de chiffres. Plus de mois pour être certain que cette tendance est sous contrôle. On a eu décembre qui était à peu près encore en ligne et puis janvier clairement au-dessus. Maintenant, le bémol, et on cherche peut-être toujours des excuses dans ces cas-là, mais encore une fois, s'il nous faut plus de distance et plus de temps pour vraiment évaluer cette tendance, il faut aussi prendre en compte le fait que le mois de janvier est un mois complètement à part. Et le mois où notamment plusieurs entreprises dans le secteur des services, ou on peut penser à la restauration, les coûts des menus des restaurants est un exemple typique qu'on apprend en cours d'économie. C'est le mois où vous décidez souvent d'ajustements un peu plus importants, en l'occurrence plutôt à la hausse, pour compenser tous les coûts de production plus élevés, de main-d'œuvre auxquels vous avez fait face depuis un an. Et donc je pense qu'aux États-Unis en particulier, ça a pu jouer. Vous avez des éléments également sur les coûts financiers, dans les prix à la production la semaine dernière. Enfin, tout un tas de séries de bruits statistiques qu'il va falloir quand même digérer. Et imaginons qu'en février, on ait au contraire une bonne nouvelle. Dans l'occurrence, sur 3 mois, on sera peut-être encore dans les clous. Dernier exemple, on a des pays comme la Suisse qui ont surpris énormément, mais à la baisse. En zone euro, plutôt également à la baisse. En Suède, à la hausse ce matin. Le mois de janvier, je mets vraiment des bémols et toutes les précautions d'usage, peut être quand même plus volatile que d'habitude, surtout depuis la pandémie, puisqu'on ajuste pour ces variations saisonnières sur des années qui ont été absolument exceptionnelles. Bon, il y a de la volatilité dans l'inflation, il y a une volatilité de la volatilité de l'inflation, notamment sur ce mois de janvier, Frédéric, à vous entendre. Du côté de la stratégie des politiques monétaires, le débat devient assez explicite, et je pense qu'il est à peu près le même peut-être côté Fed et côté BCE, entre ceux qui estiment que partir un peu plus tôt permettrait peut-être de baisser moins les taux, plus graduellement en tout cas, et de maintenir peut-être un taux terminal à l'arrivée qui serait plus élevé, quand d'autres, qui sont d'ailleurs en Europe représentés par la frange la plus orthodoxe, Schnabel, Nagel, estiment qu'il faut au contraire se retenir le plus longtemps possible pour démarrer le plus tard possible, avec un risque peut-être de devoir aller plus fort et plus loin dans la baisse des taux. Vous l'avez très bien résumé, tous les termes du débat, et encore une fois, quand on suit l'Europe depuis 2008, depuis 2010, les années Trichet, dans un contexte certes très différent, on peut être un peu inquiet d'une
prudence peut-être exagérée de certains membres de la BCE aujourd'hui, puisque si on commence trop tard, effectivement, je pense que le risque est de devoir baisser les taux plus rapidement. Et surtout, il y a des délais de transmission de la politique monétaire. On passe notre temps sur votre antenne et ailleurs à en débattre, probablement malgré tout plus court ces délais en zone euro qu'aux États-Unis. Il s'agirait donc de ne pas se tromper et de ne pas faire une erreur de politique économique, même modeste, au-dessus de cette situation déjà fragile. Donc moi, c'est clairement, à mon avis, un débat qu'il va falloir ouvrir, qui d'ailleurs est en train de tendre un tout petit peu les positions. On a des membres de la BCE italiens, en l'occurrence, qui sont beaucoup plus actifs, proactifs et qui voudraient commencer tout de suite à baisser les taux au deuxième trimestre. Donc le débat va s'ouvrir. Et puis le débat va s'ouvrir dans un contexte pour la réunion du 7 mars de la BCE, de révision des prévisions de croissance et d'inflation à la baisse. Un dernier peut-être élément, une cerise sur le gâteau pour les membres les plus dovish, c'est que les prix de l'électricité ne cessent de baisser, les éléments plus exogènes qui vont venir dans ces prévisions vont là aussi pousser ces projections de la BCE à la baisse. Donc le débat va s'ouvrir, voilà, il faudrait simplement essayer de ne pas rater le coche et pour ne pas rajouter ou maintenir cette politique monétaire clairement aujourd'hui dure en territoire de resserrement monétaire trop longtemps. J'entends parfois, et c'est vrai peut-être à l'aune de la grande histoire, que le timing de la première baisse de taux a finalement peu d'importance et ce qui compte c'est l'ensemble de la séquence, mais oui quand même, le timing est important justement dans le déroulé futur de la séquence, Frédéric. Absolument, et puis parce que d'ici le mois de juin, puisque nous on est depuis longtemps sur cette idée de baisse de taux autour du mois de juin, en tout cas pour la Fed, et peut-être que la BCE peut l'amorcer avant, mais ça semble peut-être moins probable qu'il y a quelques semaines. Et bien d'ici là, il y a énormément de chiffres qui vont arriver, donc d'ici le mois de juin, si vous vous accrochez entre guillemets à une date, parce que c'est la date à laquelle vous mettez à jour vos prévisions, et parce qu'il faut absolument se prendre le temps, par exemple sur les salaires, d'obtenir plus d'informations, mais des salaires sont vraiment intrinsèquement de nature backward-looking, donc je pense que là aussi c'est une erreur, et bien vous prenez le risque de rater le coche, encore une fois, de ces données sur le crédit, sur la croissance qui menacent de tourner plus rapidement. Maintenant, aux États-Unis, le débat est un tout petit peu différent. La Fed, d'abord, peut se permettre d'attendre probablement dans la mesure où la croissance et le marché du travail sont toujours très solides. Et deuxièmement, le vrai débat, c'est effectivement l'ampleur des baisses de taux une fois qu'on a commencé. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas où on va s'arrêter, parce qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas mesurer en temps réel ce niveau Air-Star d'équilibre de l'économie, de la croissance et donc des taux d'intérêt. Et donc s'il faut tâtonner, s'il faut y aller par petits pas et être prudent, je pense que ça fait du sens de commencer un peu plus tôt, à condition que vous soyez effectivement persuadé que la politique monétaire est aujourd'hui en territoire de durcissement et que ce n'est plus nécessaire. Prochain rendez-vous donc pour la Banque Centrale Européenne le 7 mars pour la réunion du Conseil des gouverneurs. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence.